Moi, je voudrais réagir peut-être à ce qu'on a écouté collectivement et peut-être partager quelques idées. Euh, et partager aussi peut-être quelques convictions personnelles. Je crois que la compétence essentielle numéro un pour moi aujourd'hui, que ce soit au Maroc, en Afrique ou ailleurs, c'est la pensée critique parce que c'est la seule capacité qui permet à l'individu de développer le sens du discernement par rapport à ce qu'il voit, par rapport aux signaux faibles, moyens ou forts qu'il peut recevoir. Et sans la pensée critique, on ne peut développer ni l'agilité, ni l'adaptabilité, etc. J'ai bien vu que dans les résultats des réactions des uns des autres, et je ferai aussi quelques commentaires sur ce qu'on a entendu chez les panélistes, et je les remercie de partager leurs idées, euh, j'ai vu que dans les réactions, la notion d'adaptabilité est venue en premier. Moi, j'ai juste envie de vous dire, ne vous inquiétez pas pour l'adaptabilité. Ça ne peut pas être la première, elle est inhérente à l'humain. Et Darwin l'a démontré. L'humain est capable de s'adapter, et surtout en situation de contrainte. Le pape a annoncé que dans quelques temps, il va faire un discours qui a vocation à interpeller l'humanité sur ce qu'apporte l'IA et comment on doit faire face à l'IA. Et je trouve bien qu'un homme de spiritualité s'intéresse à ce type-là, à ce type de sujet, parce que, in fine, d'une certaine manière, il remettra l'humain et l'humanisme au cœur et au centre des discussions, des préoccupations. Et le parallèle, on peut le faire, mais sans... Ce n'est pas la notion de religion qui m'intéresse, c'est la notion de leadership dans le champ spiritueux qui m'interpelle. Un pape, il y a un siècle, ou un peu plus d'un siècle, avait pris la parole de la même manière. Alors, je prends la référence d'un pape parce qu'il a parlé d'industrialisation à l'époque où l'Europe était à la fin de sa révolution industrielle et que le boom industriel arrivait. Et il a fait aussi un partage sur la vision des limites et des apports de ce que l'industrialisation pouvait apporter. Et on a vu les dérapages. Donc l'humain s'adapte. L'humain s'adapte quand les situations sont difficiles. Mais par contre, ce qui me semble le plus important, c'est que pour qu'on garde la capacité de jugement, quel que soit notre niveau intellectuel, notre niveau social, et la capacité de discernement, il n'y a que la pensée critique qui peut nous permettre de survivre, de garder la tête en dehors de l'eau. Sur la question des freins, où est-ce qu'il est, il est parti, Idriss? Sur la question des freins, moi j'ai juste envie de dire que le frein essentiel pour parler au talent augmenté dans l'entreprise, je vais vous surprendre, c'est la capacité de l'entreprise et des femmes, des hommes qui sont dans l'entreprise à montrer de la cohérence. Parce que nous sommes champions en Afrique, et je vais parler pour mon pays en particulier, au Maroc, du manque de cohérence entre notre discours et nos actions. Et on tient un discours, mais dans les actions, on est très loin. Je lis des rapports annuels d'entreprises, très belles, où on parle d'engagement social, de responsabilité sociale, et les fournisseurs ne sont pas payés parce qu'il y a 3 gars qui, à l'intérieur, ne daignent pas signer un document, ne daignent pas recevoir ou réceptionner des activités, ainsi de suite. Je crois que le jeune, aujourd'hui, a besoin de cohérence. Le talent augmenté, si le talent est vraiment un vrai talent, ben, il a besoin qu'il voit en face de la cohérence. Il n'a pas besoin d'algorithme pour voir si on est cohérent ou pas. Donc, il faut qu'on puisse apporter des signaux qui montrent de la cohérence. Moi, je suis très gêné sur la question de sommes-nous prêts à les manager? Pourquoi voulez-vous avoir cette posture de les manager? Il n'y a rien à manager. Peut-être c'est eux qui vous managent. Non, j'ai juste envie de dire, si vous avez un talent augmenté, il ne faut plus le manager. Un talent augmenté, il faut l'accompagner, lui laisser l'espace, il faut laisser la capacité de s'épanouir, de se réaliser. Il faut lui laisser la capacité de dire « je ne suis peut-être pas d'accord avec notre stratégie ou avec ce que vous avez dit, j'ai un regard différent ». Et là, la réaction, c'est « qu'est-ce que tu peux nous apporter ?» Et si on prend ce que les talents augmentés peuvent nous apporter, ben, ça ferait évoluer les structures plus rapidement. Je vais conclure sur peut-être un sujet tout simple. Les talents augmentés existent déjà sans les technologies et sans l'IA. Je discutais avec quelqu'un récemment qui me disait qu'il a été recruté, un jeune, il a été recruté dans une banque internationale, Bank of America.
en Europe. Et il me dit, j'ai été recruté, non pas pour mon diplôme, parce que j'ai fait des études brillantes, c'est parce que je suis champion de cyclisme. Et c'est ça qui a intéressé Bank of America. Et en réalité, mesdames, messieurs, j'ai juste envie de dire, avant d'aller regarder les talents augmentés qu'il y a avec les technologies, regardons les talents augmentés qui apportent de la diversité, de la richesse et qui viennent se présenter à nous et dont on ne cherche pas à explorer les autres capacités, c'est-à-dire la capacité intellectuelle, la capacité créative, la capacité d'être artiste, la capacité d'être dans la compétition, la capacité, Idriss l'a dit tout à l'heure, d'être un sportif de haut niveau. Et dans l'exemple qu'a donné Idriss en ce qui le concerne, regardez, un sportif de haut niveau, il se dit, sa préoccupation majeure, c'est de tenir son engagement. Et il tourne ça en dérision en disant, c'est parce que j'ai pris l'engagement que je me suis remis très vite. Et en réalité, les humains fonctionnent comme ça. Ça, c'est Darwin. Les humains fonctionnent comme ça. On s'adapte, on va générer peut-être des choses qui feront que notre État sera meilleur, à condition que les entreprises ne nous regardent pas. Elle est où notre invitée tunisienne? Elle est là, toujours là? Merci, madame. À condition que les entreprises ne nous regardent pas comme du personnel. Je ne veux pas faire partie de votre personnel, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand on dit personnel, on est un numéro dans des fantassins. On doit parler de talent. Et c'est pour moi très, très difficile d'imaginer personnel versus talent. Le personnel, c'est des numéros, c'est des listes. Le taylorisme est mort. Les talents, c'est de l'individualisation, de la customisation, de l'écoute individuelle pour que les talents individuels bourgeonnent et apportent au bouquet social de l'entreprise les vraies capacités. Merci. Eh bien, merci. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être nos grands témoins, Monsieur Tamir Orfi. Et maintenant, de talent augmenté, nous allons aller au talent de la diaspora, comment la diaspora transforme le continent. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Wassila Kara Ibrahimi, cofondatrice du Future of Work Forum Africa et fondatrice du Club des DRH. On l'applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est la deuxième journée, c'est la deuxième matinée. Nous allons aborder la suite et juste une information, on va un petit peu resserrer cette session-là pour pouvoir aussi, n'oubliez pas, vous avez des ateliers très intéressants juste après. Donc voilà le message clé. Alors Wassila, je voudrais juste aussi glisser au passage, je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement nos étudiants de l'ESCA et de Mondiapolis, bénévoles aux petits soins et qui vous accompagnent aussi pour les ateliers. Donc ils seront là pour vous guider dans le cadre des ateliers. Ne manquez pas nos ateliers, il y a ici à l'Agora et au parc juste en face de vous. Donc voilà pour l'information et bon panel. Merci. Alors, on va aborder la diaspora qui incarne le flux humain du Future of Work. C'est normal puisque nous avons abordé hier les organisations qui sont en mouvement, les individus grâce au sport ou du fait du sport aussi, c'était la métaphore, qui sont en mouvement. Maintenant, nous avons abordé les talents augmentés. Il est normal qu'avec l'hybridation, qu'avec le travail partagé, la diaspora soit au cœur aussi du Future of Work. Et pour parler de ces sujets et répondre à toutes ces questions, je voudrais appeler Fatima Boussala Idrissi, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, qui est la VP MEM by CGEM. Elle est où, Fatima Boussala? Est-ce qu'elle est avec nous? Elle est restée au premium. Est-ce que quelqu'un peut aller la chercher? Et je vais passer aux autres. Alors, je vais passer à Mohamedou Diallo, que je vais présenter, que tout le monde connaît, qui est un acteur incontournable de la tech africaine, sous vos applaudissements, qui est le fondateur de CIOMAG, des ATDA. Bonjour Mohamedou. Oups. Oui. Et d'un grand nombre d'événements africains sur la tech. Merci Mohamedou. Je rappelle Fatima Boussala, qui est avec nous, qui est la vice-présidente MEM by CGM, sous vos applaudissements. Je vais appeler Hatim Shraibi, cofondateur de Spire Atlas Venture et directeur général de Spire Advisory Group, qui est entre la Silicon Valley et le Maroc. Je vais appeler Aïcha Diabagaté, qui est directrice générale et consultante et qui vit entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, sous vos applaudissements. Et bien sûr,
Nous allons aussi appeler Yannick Quechua, je ne sais pas si je prononce bien, moi je ne suis pas certaine, qui aujourd'hui nous arrive de Bordeaux. Et je vais vous en dire un peu plus, mais il a fondé un très très gros réseau, les bâtisseurs, sur la diaspora. Donc voilà mes invités, c'est une très très belle brochette, j'en ai oublié aucun. Messieurs, mesdames, bonjour. Alors je vous propose, nous avons un peu moins de 40 minutes, la conversation, nous avons 4 questions et vous allez interagir entre vous auxquelles on doit répondre. Et je dirai à chaque fois un peu plus sur chacun de vos profils, bien sûr. Comment transformer la mobilité des talents en avantages compétitifs durables? Comment structurer des réseaux diasporiques augmentés par la technologie? Vous êtes tous globalement à la tête de réseaux. Comment connecter les compétences dispersées pour créer de la valeur collective? Et bien sûr, de manière annexe, comment faire du travail distribué un moteur de croissance locale? Mais la grosse question, la dernière, c'est si on veut passer à l'échelle, si on veut faire comme des pays comme l'Inde, comment on fait pour y arriver? Donc, première question, Hatim Shraibi, qui donc est cofondateur de Spire Atlas Venture et directeur général de Spire Advisory Group. C'est un groupe en fait consultatif, accélérateur virtuel, qui est basé sur la région de la baie de San Francisco. Et tu as plus de 25 ans d'expérience dans le domaine médical et tu continues. Et tu as été au Canada et maintenant là-bas à San Francisco et tu viens maintenant au Maroc. Donc, Hatim, aujourd'hui, quelle est ta réalité? Pourquoi le sujet de la diaspora est quelque chose qui est devenu central pour toi? Ouais, il n'est pas central, il est vital. Vital. Il est Bon. vital et on l'a entendu dans les interventions précédentes. Aujourd'hui, moi, je pense que ce soit le Maroc ou l'Afrique, on a des gens brillants, mais on manque peut-être d'expérience. Et donc, à mon avis, la façon la plus facile, pas la plus facile, mais l'un des moteurs qui peut aider à accélérer ces compétences, c'est de pouvoir impliquer et mobiliser la diaspora marocaine et africaine, pas juste dans la Silicon Valley, mais ailleurs. Moi, je parle de la Silicon Valley parce que c'est une région que je connais bien. C'est ton terrain de jeu? Exactement, exactement. D'accord. Et dans la Silicon Valley, il y a des Marocains et des Africains qui sont brillants et qui ne demandent qu'à contribuer à l'Afrique. Mais ils veulent le faire dans un cadre structuré. Ok, on va rebondir. Je reviens vers toi pour qu'on soit agile. Parfait. Nous avons Mohamedou. Justement, pourquoi ce sujet de diaspora, justement, vu ton positionnement qui est au cœur de la tech africaine? Et après, on refera des tours tout à l'heure. Okay? Merci beaucoup pour cette introduction et bravo à vous pour cette 3e édition de cette Future of Work qui est devenue une marque très, très intéressante. Et puis, bon, le fait de changer d'endroit. Et puis, je pense que les gens ont apprécié. Et j'ai eu des couloirs qui disaient que l'événement était vraiment une réussite et le concept est vraiment très bon. Et franchement, il faut le retenir et il faut le maintenir et puis essayer de le faire un peu partout en Afrique. Bravo en tout cas. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais réagir par rapport à ce qui a été dit par mon prédécesseur, par rapport à la diaspora indienne, qui est aujourd'hui une diaspora, je pense, qui est la plus aboutie en termes de transfert de compétences et de partage d'expérience. Ils l'ont fait parce que sur la Silicon Valley, donc j'ai eu la chance donc, de conduire 3 missions de Learning Expedition sur San Francisco. Et on a vu la prégnance donc, des experts indiens dans tous les domaines de la tech. Et aujourd'hui, quand on compare l'Inde par rapport à l'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants pour l'Inde et nous, c'est 1,4 milliard d'habitants. Et on forme à peine 5 fois moins que les Indiens en termes de technologie de l'information et de la communication. Il faut arriver à former dans ces mêmes standards-là et également à faire en sorte que nos diasporas puissent également contribuer à cette dynamique de mobilité des talents. Les Indiens l'ont fait et dans une moindre mesure, il y a l'Afrique avec notamment avec le Kenya, qui fait des choses extraordinaires, mais à une moindre échelle. Et donc, oui, on sait que le Kenya, l'info, alors elle est discutée, mais vous avez a priori une start-up sur 2 qui est créée par la diaspora. Oui, tout à fait. Donc les Kenyans sont très dynamiques là-dessus, puisqu'ils sont très présents sur la Silicon Valley. Ils disent aujourd'hui la diaspora kenyane servent d'API entre la Silicon Valley et la Savannah Valley du Kenya. Donc je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à explorer et également à étendre à d'autres pays africains. On reviendra vers toi. Alors, Fatima Boussala Idrissi, qui est entrepreneur maroco-française, engagée
pour la mobilisation de la diaspora. Bien sûr, elle est vice-présidente de MEM by CGEM. Fatima, justement, toi, qu'est-ce qui t'a animé pour rentrer là-dedans et porter ce sujet de la diaspora, marocaine particulièrement? Merci Wassila. Alors moi j'ai toujours été engagée depuis l'âge de Oui. 16 ans. J'ai été élue chambre de commerce côté France, toujours très engagée. Et un jour, et je pense que tu t'en souviens, j'ai voulu prendre la parole lors d'un événement parce que je me suis dit que c'était de notre responsabilité à nous, membres de la diaspora, de ne pas laisser échouer nos frères marocains et africains sur des barques. Et ça, pour moi, voilà, ça a été vraiment mon moteur de me dire que si on crée ne serait-ce qu'un seul emploi au Maroc, c'est toute une famille derrière au Maroc ou dans un autre pays africain. C'était une famille et des fois une tribu qui en vivait. Donc moi, ça a été mon moteur. Et à partir de là, on est venu me chercher justement pour être impliqué au niveau de MEM by CGEM parce que je pars du principe qu'on ne peut pas faire du social sans de l'économique. Quel est votre premier objectif ou première action que vous avez menée justement à travers le monde. Alors, la première action au niveau des MEM by CGEM, je vais remettre dans le contexte. MEM by CGEM, c'est la 13e région du patronat marocain qui a été créée en 2017. On n'a rien inventé. Il y a d'autres pays qui ont innové de ce côté-là avant nous. Et la première action, c'est vraiment de sourcer nos Marocains et nos Africains du monde là où ils sont. Et vous y êtes arrivé ? On y arrive tout doucement. C'est pas un travail facile, mais il y a de la prescription. Oui. Voilà, on a donc nos Marocains du monde qui sont présents quand même dans 120 pays. Ah oui. Et l'idée, c'est de les sourcer et de les rendre visibles sur leur territoire. Après, s'ils souhaitent investir sur le continent, ils sont les bienvenus. Mais l'idée première, c'est qu'on puisse les identifier, créer de la valeur et qu'ils se portent aussi les uns les autres là où ils sont. Ok, donc on reviendra, en tout cas aujourd'hui, premier objectif, savoir où ils sont, qui ils sont, 120 pays. Exactement. Moi, je veux revenir à Yannick. Yannick Kouetchoua, qui est dirigeant associatif, très engagé, président du Club des bâtisseurs. Je sais que tu es commissaire général du forum JNDA Bridge Africa. C'est quand même 2500 participants. C'est bientôt la 13e édition. 1500 porteurs de projets pour un budget géré de 150 000 €. Bravo. Et la 13e édition, c'est en 2027. Donc vraiment, bravo. Alors dis-nous, toi, qu'est-ce qui t'a animé et en quelques mots, qu'est-ce que c'est ce réseau ? Alors, le réseau, le Club des bâtisseurs, il a été fondé en 2013 à Bordeaux, puisque nous vivions à Bordeaux et parce que Bordeaux a toujours une histoire commune avec l'Afrique, particulièrement l'Afrique subsaharienne. Pas très heureuse, mais qui de cette base a permis de construire un lien fort, de toute façon, avec le continent, et je pense un lien particulier avec le Maroc sur des aspects estudiantins. Donc, étant basé là, on s'est dit en 2013, l'Union africaine fait de la diaspora la 6e région de sphère de compétences. Les 10 prochaines années qui nécessiteront une transformation réelle et effective de l'économie africaine, elle ne pourra pas se faire sans la diaspora. À partir de ce moment-là, on s'est posé la question du cadre. D'abord, où on pouvait imaginer et aussi penser une structuration possible de cette diaspora, les mécanismes par lesquels elle pouvait apporter sa contribution au développement du continent. Et donc, on a pensé JNDA. À l'époque, le slogan, c'était de dire on va faire une forme de Davos des diasporas africaines. Enfin, on se disait ça c'était l'ambition, lors de nos réunions. Et donc, cette ambition nous amenait à tous les ans monter en gamme et ramener toujours un peu plus de structuration, de partenariat et d'ouverture à cet événement au point d'en atteindre le niveau où il est aujourd'hui. 2500 personnes, essentiellement la diaspora qui vient chercher. Combien de pays ? On a 34 pays représentés, qui font le déplacement, les pays d'origine, même si les personnes sont quand même majoritairement basées en Europe. On a majoritairement la France, mais la Belgique et l'Allemagne également font le déplacement. Ok.
Ok. Alors, je reviens. Aïcha, qui est la plus marocaine des Ivoiriennes, hein, c'est ça, Diabagaté, qui dirige un cabinet de conseil. Et en fait, aujourd'hui, tu as une posture plus de diaspora sud-sud. Qu'est-ce que toi, tu vois, qu'on voit, que je dirais les institutions ou autres ne voient pas, justement, depuis des années que tu es au Maroc? Raconte-nous. D'accord, très bien. Bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as dit, dans quelques mois, je fêterai 20 ans, voilà, de résidence au Maroc. Merci. Voilà, donc effectivement, par rapport à tout ce que mes prédécesseurs ont dit, donc il y a beaucoup de forums, il y a beaucoup de cadres qui sont créés. Mais pour ma petite expérience, donc on a moins de connexions concrètes. Voilà. Donc, après les forums, on a des signatures de conventions et autres. Mais de manière concrète, donc je ne sais pas, c'est une question que je peux poser à l'Assemblée. Moi, étant dans l'intermédiation, donc je remarque effectivement que la coopération sud-sud, on en parle beaucoup depuis plusieurs années. Mais sur le terrain, justement, on échangeait sur le sujet, il n'y a pas de chiffres. Voilà, concret. Je n'ai pas trouvé de chiffres. Et je vais dire... aujourd'hui, nous, en tant que cabinet d'intermédiation, on propose justement de créer des connexions entre des entreprises marocaines, ivoiriennes et dans d'autres pays de la sous-région. Exactement, donc, et plusieurs pays, donc pas que le Burkina. Nous sommes présents au Maroc, en Côte d'Ivoire et au Burkina, mais aujourd'hui, nous travaillons dans plusieurs pays. Vous avez cité le Kenya tout à l'heure, donc c'est un pays dans lequel nous avons fait une mission l'année dernière. Voilà, donc je tiens à souligner effectivement que tout ce que vous avez dit, c'est des choses qui ont été vues sur le terrain en termes d'avancées technologiques. Je poserai justement la question, si je peux me permettre, à monsieur relativement à son club et qu'est-ce qui est fait justement concrètement pour pouvoir, parce que nous, en tant que cabinet, nous créons des connexions, mais ça reste des passerelles qui sont, je dirais, assez difficiles. Il n'y a pas de passage à l'échelle, on est d'accord. Du tout. Des... Groupe WhatsApp, mail, appel, après des relances, donc on a des tentatives parfois qui sont avortées. Donc ça, c'est une réalité constatée sur le terrain. En fait, la question, et vous allez répondre entre vous, c'est comment structurer des réseaux diasporiques. Et grâce, je pense, si on a parlé d'augmenter, est-ce que justement grâce à la technologie, on pourrait aller plus vite? Je crois qu'aujourd'hui, si on repart depuis le départ, on a souvent parlé de l'Afrique en pointant la question de la fuite des cerveaux. Je pense que l'innovation aujourd'hui, la technologie, justement, y compris l'IA, permet aujourd'hui de sortir de cette lecture et de nous dire qu'on est vraiment à l'ère de la circulation des compétences. Cette circulation des compétences aujourd'hui fait qu'un entrepreneur peut être basé à Bordeaux, piloter un projet en Côte d'Ivoire, embaucher ses cadres à Dakar et lever des financements à Casablanca pour réaliser ce projet. Tout cela mène donc à devoir imaginer, y compris nos événements ou les événements que l'on monte comme des lieux de rencontre, des lieux de connexion et des lieux où on n'apporte pas seul une solution, mais on essaye de mettre en avant des initiatives multiples qui peuvent effectivement, dans un seul ensemble, apporter une réponse globale. C'est ce que nous essayons de faire en tout cas au JNDA et je peux déjà vous dire qu'on est ouvert, nous, à voir comment collaborer effectivement sur la prochaine édition, si c'est possible. Mais comment ça se passe entre les JNDA? Qu'est-ce qui se passe pendant l'année? Pendant l'année, nous avons lancé, nous, un réseau d'entrepreneurs dans 6 pays africains. Déjà maintenant, on en ouvre un pays tous les ans. Cette année, c'est le Bénin qui intègre ce réseau, où on a mobilisé quelques grands acteurs financiers partenaires des grands groupes qui sont prêts à financer le fait d'accompagner les entrepreneurs, d'abord à monter en échelle sur le continent et mieux les préparer, à les mettre en lumière pendant l'événement. Et donc c'est ce que nous faisons. Vous avez des délégations de bâtisseurs africains qui font le déplacement à chacun de nos événements, qui viennent d'Afrique. Et nous organisons avec des partenaires, puisque nous n'en avons pas l'expertise, le matching avec des boîtes de la diaspora ou étrangères qui souhaitent
soit chercher des partenaires sur le continent, soit financer directement des entrepreneurs sur le continent. Donc ça va donner du travail partagé justement, c'est ça? Ça va donner du travail partagé, ça va donner de l'accompagnement, de la visibilité et surtout ça va aussi permettre naturellement aux États de venir mettre en avant les politiques publiques qu'ils développent dans le sens de stimuler davantage ce phénomène. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a du recul par rapport à ce que vous faites? Vous avez quelques chiffres ou non? Sur les 2500 personnes dont je vous parlais, les 1500, l'indicateur 1500 porteurs de projets, c'est très intéressant de faire un focus dessus. Ces porteurs de projets, on sait aussi que quand ils viennent à l'événement, ils ne viennent pas chercher de financement. Ce n'est pas le premier critère. Ils viennent d'abord parce que, ils ont lancé leur projet déjà dans leur pays d'origine, ils sont basés en France ou en Europe, ils ont fait les premiers investissements et ils viennent chercher les connexions pour imaginer leur projet déjà en développement dans d'autres pays. Oui, donc en fin de compte, on ça, se rend compte qu'ils ne vont critère. pas toujours dans leur pays d'origine et qu'ils pas du dispersent tout. ailleurs. Oui, exactement. Les premiers critères qui vont sortir, c'est d'abord le cadre de vie. Quel est le pays qui m'offre le cadre de vie un peu similaire, il ne sera peut-être pas exactement le même, mais similaire à celui dans lequel je vis au quotidien. Deuxièmement, quel est le pays le plus attractif en termes de fiscalité, connectivité, parce que déplacement, mobilité, connexion Internet, compétences. Alors les compétences même encore, et c'est là où ce phénomène, on retombe dessus, ils sont prêts et ils intègrent le fait que la compétence, ils vont devoir former les équipes sur place. Transmettre. Puisqu'ils sont déjà experts généralement dans leur domaine en Occident. Et donc, ça, ce n'est pas évalué aujourd'hui, mais c'est une réelle richesse, qui fait qu'on a une diaspora qui, au-delà des fonds que l'on envoie, on connaît le chiffre, à peu près 10 milliards d'euros concernant uniquement la France, qui sont envoyés dans Alors, on parle pour de 100 moitié. milliards en 2023 Globalement, sur 54 pays. Sur 54 pays, mais la France, à elle, toute seule, c'est à peu près 10 milliards par an, dont la moitié dans les pays d'Afrique du Nord. À peu près. Voilà. Et moi, je pointe un autre élément, c'est que dans ces transferts, généralement, on ne prend pas en compte ce qui ne rentre pas dans les statistiques. C'est-à-dire que lorsqu'un entrepreneur qui vit l'entre-deux fait ses transferts ou ramène de l'argent lui-même parce qu'il voyage avec, ça ne prend pas des transferts pour financer ou des levées que l'on peut faire pour financer directement l'investissement sur un projet personnel que l'on a. Voilà. Et ça, c'est toutes des données que nous arrivons à avoir justement parce que, comme disait Madame, la donnée est très très difficile à avoir là-dessus. Donc on s'est dit, nous, si on a 2500 participants fixes tous les ans, on va essayer de mettre tout un tas de questions dans le parcours d'inscription Qui veut réagir à ce que dit qui permet d'avoir une analyse derrière. Donc on sait à peu près quels sont les secteurs d'activité aujourd'hui. On sait à peu près sur 4 ou 5 niveaux ce que la diaspora cherche lorsqu'elle vient sur le continent. Tu veux réagir? Je veux réagir. Et je pense qu'il y a un point qui a été dit hier également, sur lequel je voulais insister par rapport à ce qu'a dit Yannick. C'est le narratif autour du mouvement des talents en Afrique n'est pas assez valorisé aujourd'hui. Et je pense que ce narratif, c'est à nous de le faire, c'est à nous de le valoriser, c'est à nous de le faire ressortir. Aujourd'hui, les Marocains font un travail extraordinaire avec les MRE et la CGM qui valorisent ces talents-là. Et je pense que le Maroc est devenu aujourd'hui un pays attractif. Les pays anglophones aujourd'hui, c'est parmi les pays francophones intéressants, donc il y a le Maroc, mais en dehors du Maroc, on voit que des pays anglophones. Et aujourd'hui, dans la partie tech, quand on voit que 75% des investissements vont dans des pays comme le Nigeria, l'Égypte, le Kenya, le Ghana ou encore l'Afrique du Sud, quelle est la part de l'Afrique dans tout cela? Et donc, parce qu'ils sont plus structurés au niveau interne, il y a des politiques gouvernementales qui accompagnent ces initiatives. Et ce qui manque aujourd'hui dans ces pays-là, donc il n'y a pas cet accompagnement-là qu'il faut pour pouvoir accompagner tous ces projets. Et je pense qu'à l'image, j'aime bien faire cet exemple, à l'image des équipes nationales qui ont un cadre beaucoup plus attractif, un projet de jeu pour les footballeurs, pour les attirer les binationaux. Aujourd'hui, on a ça, mais dans l'économie réelle, on n'a pas cela.
Aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille là-dessus, qu'on ait des narratifs et des projets pour accueillir ces gens-là et les mettre en confiance pour qu'ils puissent vraiment apporter de la plus-value. On a parlé tout à l'heure de 100 milliards, et donc 100 milliards, c'est le montant du transfert d'argent par j'aime bien citer l'Inde, par l'Inde. Vous imaginez? Donc on parle de toute l'Afrique, eux c'est 100 milliards de transferts d'argent. Ah oui, d'accord. Et comment arriver justement à intéresser ces talents? Parce que quand on voit sur la Silicon Valley, ils sont dans Google, ils sont dans Microsoft, ils sont partout. Et aujourd'hui, même dans les universités, on voit que des Indiens. Et aujourd'hui, ils ont compris cela. Et ils apportent cette fuite des cerveaux dans l'autre sens pour développer leur pays. Et donc il faut falloir... justement, ça donnera la suite à Exactement. Il va falloir qu'on passe à l'échelle, comme le fait aujourd'hui des pays anglophones et un peu comme l'Inde, et passer à l'échelle et apporter ces économies réelles-là. Vraiment, on a beaucoup de choses à prendre sur l'Inde par rapport à cela. Je crois que Hatim, tu connais bien ce pays, et il parlait aussi de Silicon Valley, donc voilà, tu nous fais le lien direct. Donc, revenir sur deux choses. Ce qu'a dit Aïcha, en fait, à propos de l'Afrique. Oui. J'ai récemment participé à un African Investment Forum aux États-Unis, et la vision, la façon dont les Américains voient l'Afrique aujourd'hui, malheureusement, c'est que le potentiel est énorme, mais c'est un continent fragmenté. C'est-à-dire, je crois qu'hier ou avant-hier, j'ai vu une nouvelle comme quoi certains pays ont annulé les visas entre les pays africains. Quand on voit que les Européens, les Américains, quand ils viennent en Afrique, ils n'ont pas besoin de visa. C'est le Togo, c'est ça. Et que entre Africains, on a encore besoin de visa pour aller d'un pays à l'autre. Ça c'est un problème. Aujourd'hui, l'opportunité pour moi, elle est que le monde devient plus virtuel. Et en fait, cette nouvelle donne, qui n'est pas si nouvelle que ça, de 2020, c'est ce qui devrait nous permettre de mobiliser des Africains qui ne sont pas en Afrique pour l'Afrique, mais aussi des Africains en Afrique pour qu'il y ait plus d'échanges entre les pays africains. Donc le Sud-Sud on doit le déclencher, on doit l'accélérer, le structurer. Mais si moi aujourd'hui je suis en train de faire la promotion de l'Afrique aux États-Unis, et que les gens me regardent et me disent c'est quoi l'Afrique? Il n'y a pas une entité comme l'Union européenne, il n'y a pas encore d'Afrique. Parfois, une des interventions justement dans un des panels de ce forum d'investissement, c'est que parfois pour exporter d'un pays africain à un autre, parfois on passe par Singapour et ça coûte 3 fois plus que... Mais c'est complètement... Il y a CEDAO et autres, il connaît Mohamedou, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est encore des choses qui fonctionnent vraiment bien. Hein? Vas-y, la ZLECAf aussi. Bon, la zone de libre-échange qui va à terme devenir un des marchés les plus prometteurs au niveau du mondial, donc avec plus d'1 milliard d'habitants donc à connecter. Et donc je pense que là, le numérique et le digital vont jouer un rôle très important dans la connexion à la fois des talents et des marchés. Quand on voit le taux d'échange entre des pays limitrophes, comme je prends l'exemple du Sénégal avec le Mali qui est autour de 15%, c'est extrêmement faible. Et quand on arrive aujourd'hui à mettre en place ces leviers pour ensuite faire disparaître ces freins liés à la circulation des biens et des personnes, je pense qu'on va arriver à des montants très importants en termes d'échanges entre les pays africains, puisqu'on a beaucoup à échanger. J'aimerais bien que tu rebondisses et je revienne à Hatim pour qu'après on dise les derniers mots sur la structuration. Oui, bien sûr. À ce que tu as écouté, Alors, aussi après. par rapport à tout ce qui a été dit, il y a comme beaucoup de choses. La première recommandation nous qu'on donne, c'est quand même de s'intégrer dans des réseaux. On ne peut pas venir chercher les entrepreneurs. Un entrepreneur en tant que tel, c'est aussi quelqu'un qui sait se prendre en main et aller dans les réseaux, donc que ce soit dans son pays de résidence, par exemple, parler de la France avec le MEDEF International qui fait un travail aussi extraordinaire de connexion avec les patronats des autres pays. Après, au niveau de MEM, by CGM, l'intégration au niveau des MEM, elle donne l'accès à toutes les fédérations métiers, à toutes les commissions. On a une commission Afrique qui est portée par Monsieur Diop et qui est pour moi voilà, et qui est très dynamique et qui fait énormément de mise en relation de réseau. Après, les groupes WhatsApp, ça marche plutôt aussi pas mal. En tout cas, je vous montrerai comment nous on a réussi à créer de la valeur et comment on arrive à connecter. Et on arrive à connecter même au niveau du territoire. Voilà, je vais prendre l'exemple de Bordeaux parce qu'on se rencontre aussi avec Yannick et à créer de la connexion. Voilà, à créer de la connexion entre nos Marocains et nos Africains du monde. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment de se prendre en main et d'aller dans des réseaux, dans des événements.
Au niveau de la comparaison avec l'Inde, je ne suis pas très à l'aise personnellement parce que l'Inde, c'est un pays, une langue. L'Afrique, on est plusieurs pays, plusieurs langues, plusieurs mentalités. Voilà, donc de le prendre comme exemple, c'est bien pour qu'on arrive à les dépasser. C'est ce que je nous souhaite. Mais de se comparer, entre guillemets, sur les steps, on n'aura pas les mêmes steps. On a nos spécificités qui sont très belles. On avance aussi à notre rythme. Et je pense qu'on ira beaucoup plus loin qu'eux et à une vitesse exponentielle. Enfin, voilà, en tout cas je pour moi. reviendrai vers le mot de la fin après, puisque après nous avons une autre invitée qui viendra. Aïcha ? Alors, à la suite de tout ce que vous avez dit, sur le terrain, très franchement, je pense que les réalités sont différentes. Donc tout à l'heure, on a parlé de mobilité. Donc il m'est plus facile aujourd'hui d'aller faire un rendez-vous à Paris et revenir dans la même journée. Si je dois me rendre au Cameroun, moi en tant qu'Ivoirienne, j'ai besoin d'un visa. Voilà, donc ça c'est un exemple concret. Donc la mobilité des compétences, parce que pareil... Et si tant qu'il n'y a pas de mobilité, oui. Ça reste difficile pour les chefs d'entreprise. Et même les compétences, c'est-à-dire si exactement. Tu dois, je sais qu'il y a des gens que vous formiez et qui viennent au Maroc. Oui. Donc pareil, il faudrait qu'ils aient des visas selon. Si c'est le Sénégal, non. Mais si c'est d'autres pays, pareil. Tout à fait. Donc pour parler de la... Oui. Sans compter le coût des billets d'avion aussi. Hein. Le coût. Oui, non, j'allais y arriver. Oui. Donc, c'est un élément dont on va tenir tout à fait. Donc le coût, j'allais y arriver, même si le billet va coûter 100 dirhams. Oui. Pour un chef d'entreprise, prendre 2 jours pour aller déposer son visa, partir récupérer le passeport. Et plusieurs escales parfois de 6 heures, 8 heures hautes, quand il n'y a pas de vol direct. Pour moi, c'est un frein. Donc moi, on a la connectivité. Ça, pour toi, pour notre public, c'est le sud-sud. Sud-sud, là, tout à fait. Alors que vous autres, vous êtes sur d'autres... et on rebondit vite, parce qu'on va... je vais rebondir vite, parce que là, je représente MM by CGE, mais moi, je travaille en Afrique. Donc, toutes mes équipes, elles vont en Afrique, je rencontre exactement les mêmes problèmes. Et la force de mon succès, ce sont mes Marocains du monde et les Africains du monde sur le groupe Afrique. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je devais faire une mission au Nigeria. On m'envoie, mission urgente, pareil, il faut un visa. Je mets un message à 7h du matin sur notre groupe Afrique. 8h, j'ai un appel. 9h, j'avais ma lettre de mission. Et mon auditeur elle te à donne l'ambassade. la solution. Vraiment, c'est le réseau. Et c'est du vécu. Et on en a plein comme ça, des anecdotes. C'est vraiment le réseau. Donc moi, je vous invite à intégrer le réseau et vous verrez. Alors encore, parce que comme nous avons 10 Wassila, minutes pour les je deux vais autres, rejoindre le réseau vas-y. et je reviendrai l'année prochaine pour témoigner. Pour témoigner, Yannick, on est d'accord. Juste pour préciser Yannick, vas-y, dis-moi. que souvent, on ne prend pas assez en compte que les premières destinations en fait d'immigration en Afrique, c'est d'abord entre pays africains. Oui. Vous avez plus d'Africains qui se déplacent en fait entre pays africains que si. Vous avez plus de Camerounais qui vont au Nigeria par exemple que ce qu'il y en a globalement à l'extérieur et entre Europe et États-Unis. Donc l'immigration se fait d'abord sud-sud. Il faut l'intégrer déjà. Maintenant, sur cette immigration-là, peut-être c'est là où on fait le lien avec la question des talents. C'est peut-être une immigration plutôt de travail, mais qui n'immigre pas pour les mêmes raisons. Je veux dire qu'une immigration qui sont plus alimentaires peut-être. Sont plus alimentaires, et donc du coup la notion de transfert de compétences ou de talents se fait moins dans ce sens-là que dans le sens d'Europe ou États-Unis vers l'Afrique. Hatim, toi justement, ce réseau africain que vous avez monté, je pense aussi qu'on est sur des super compétences, sur de la valeur créée, parce que ce sera dans la conclusion. C'est comment faire que ces compétences soient connectées et qui créent de la valeur grâce à tout ce qu'on a, l'IA et autres. Vas-y, dis-nous. Donc les compétences africaines, par exemple aux États-Unis, à travers le Africa Diaspora Network, par exemple, qui est une organisation qui est basée en Californie, il est présent. Après, le défi, il est dans les relais africains. Donc, par exemple, moi, hier, j'étais à l'UM6P à Rabat pour leur programme Forge, où on avait des entrepreneurs marocains et africains qui présentaient. C'est de pouvoir créer assez d'initiatives, donc il y a une dynamique d'assez d'initiatives en Afrique pour pouvoir les connecter à ces valeurs africaines et non africaines, américaines qui sont aux États-Unis,
pour qu'on puisse créer de la valeur. Aujourd'hui, je pense qu'on a une belle opportunité parce que le monde devient plus virtuel. Mais la fenêtre de tir, elle est quand même limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'attendre. Quand on voit, par exemple, le panel précédent parlait de l'IA. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, mais pour qu'il y ait une richesse technologique africaine qui se crée, on doit être prêt aujourd'hui. Et le problème qu'on a aujourd'hui, enfin le défi, ce n'est pas le problème. Moi, je vois par exemple au Maroc, il y a beaucoup d'initiatives, accélérateurs, incubateurs, l'UMCSP qui essaye d'être un peu le moteur de... Exactement, la locomotive. Mais tu ne peux pas être la locomotive de l'Afrique en étant juste une structure. Il faut que ces initiatives se multiplient. Mais en fait, pour revenir à la question, en 2 mots, les Africains aux États-Unis et en Europe sont mobilisés. Mais mobilisés pourquoi? Est-ce qu'on a un interlocuteur et je crois que ces choses-là se créent aujourd'hui. Mais est-ce que se crée à la vitesse dont on a besoin? Ça, c'est la question du million, en fait. C'est ça le gros problème. C'est ça. Alors, une dernière chose. Alors, nous avons encore 2 minutes, puisque nous allons avoir une invitée et ensuite la conclusion. Et je me dois, en tant qu'organisatrice, de respecter le timing. Mohamedou Diallo, qui est le fondateur des ATDA et de CIOMAG, et qui adore le Maroc et qui vient beaucoup ici. Effectivement. Donc moi, je pense que, comme on disait, la mobilité, cette mobilité africaine ne voit pas forcément la nationalité. Cette question de nationalité n'a pas d'importance pour nous. J'en suis la preuve. Aujourd'hui, quand j'ai voulu investir, j'ai commencé par le Maroc. Et au lieu de commencer par mon pays d'origine... Et tu es sénégalais, on le dit. Sénégalais. Et donc, je suis marocain, voilà. Marchi, plus exactement. Exactement. Donc voilà, je pense que les jeunes aujourd'hui, la nouvelle génération n'a pas ces problèmes. Et je pense en termes de contribution, donc je pense qu'on n'a pas ce mindset, nous, en tant que première génération d'immigration, avec la même chose que nos enfants. Parce qu'à mon avis, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et je pense que le fait de créer des programmes de formation, de stage, et des binômes entre des enfants de la diaspora et des enfants d'ici, d'Afrique, etc., pourrait permettre justement à donner cette appétence à ces jeunes de venir contribuer au développement de leur pays. Donc je pense qu'il y a tout un programme qu'il faut faire, mais il faut un cadre quand même qui permette de le faire, que les États soient conscients de ça. Et je pense que des programmes comme la CGM ou les Marocains de l'étranger font un travail formidable qui pourrait inspirer beaucoup de pays africains dans ce sens-là. Alors un dernier mot. Un dernier mot. Alors il y a quand même pas mal d'initiatives. On va pas se mentir, la question de la diaspora, elle est récente. C'est un sujet qu'on s'est approprié récemment, donc il faut aussi laisser le temps. Aujourd'hui, c'est diaspora et compétences. Voilà, diaspora et compétences et haut potentiel. Nous, on les nomme haut potentiel, donc il y a pas mal d'initiatives. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre, même les initiatives privées, bien au contraire. Après, moi, ce que je recommande aussi, c'est d'impliquer des institutions ou des associations dans nos pays de résidence. Parce que en les impliquant, eux, ils ont une expérience qui est aussi autre, un regard qui est autre. C'est aussi de la valeur pour eux et ça valorise les compétences qu'on a acquises dans nos pays qu'on viendrait vendre ici ou mettre en lumière. Aïcha, dernier mot. Alors pour moi, le futur de l'Afrique et tout ce qu'on est en train de dire se fera grâce au pont, au pont qu'on créera. Et vraiment, les frontières, elles sont là. Bon, certains disent qu'elles sont invisibles, je peux comprendre, grâce au digital. Mais il y a une réalité qui est là. Il y a des mini-Afrique dans l'Afrique. En fait, c'est une fragmentation qui exactement. Donc, défragmentée. Et puis, je pense qu'à partir de là, aujourd'hui, on a Zoom, on a des personnes qui ont intervenu aujourd'hui. En ligne, c'est très bien. Mais après les rencontres physiques, la chaleur qu'on nous reconnaît en tant qu'Africains, voir quelqu'un discuter autour d'un tagine, d'un tchèp ou d'un garba, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être derrière des écrans. Merci. Voilà. Yannick, un dernier mot et ensuite, justement, après, je rebondirai sur ce qu'a dit Fatima pour recevoir notre invité. Il n'y a pas que le privé, le public, certains États, même européens, font des choses et elle nous dira pourquoi. Alors, un dernier mot, je dirais que la diaspora, elle est mobilisée, mais il faut également, au-delà de cette mobilisation, qu'on ait quand même un cadre structurel, beaucoup l'ont dit, dans les États qui accompagnent le mouvement, qui facilite la circulation des talents, la circulation des personnes et qui dit donc des projets et qui facilite notamment leur installation. C'est vrai que la politique de visa en Afrique, elle est quand même aujourd'hui à revoir, à interroger ou à questionner parce que, enfin, même
il y a certains pays où c'est encore même difficile pour des nationaux, des personnes originaires du même pays d'y retourner une fois qu'ils ont pris une autre nationalité. Donc, bon, tous ces goulots, enfin, ou toutes ces barrières, pour moi, aujourd'hui, sont des goulots qui incitent justement à la mobilité, à voir ou à envisager la mobilité ailleurs que dans les pays d'origine. C'est une très bonne chose. Ça va être sur le continent, mais je pense qu'il faut accompagner le mouvement. Et je pense que les réseaux sont importants pour cela. Donc moi, je salue beaucoup le travail que CGM fait, et par bravo exemple. pour le travail des bâtisseurs et merci, vos journées. Aussi, oui. Merci. Est-ce que tu as aussi un dernier mot, Hatim, ou pas? Non, c'est bon. OK, vous avez tout dit. Alors, justement, vous aviez parlé des initiatives, des réseaux, des limites aussi, n'est-ce pas? Ce que tu viens de dire, Yannick, sur la partie réglementation et autres. Et justement, on a aussi des pays qui, comme la Suède, ont, grâce à ou via Business Sweden, en fait, ont des initiatives, bien sûr, ils sont sur le continent africain et ils renforcent ces compétences-là et ils les réunissent. Et pour nous en parler, messieurs, dames, je voudrais recevoir, elle va parler en anglais, Antonia Adenaya Huard, qui est originaire d'ailleurs du Nigeria, qui est la directrice régionale Afrique du Nord et de l'Ouest et directrice des projets stratégiques Moyen-Orient et Afrique, et leader Obama Afrique 2025 de Business Sweden. Sous vos applaudissements, j'aimerais que nous puissions... elle contribue depuis plus de 19 ans et je sais qu'elle est... Où est Antonia? Elle est là. Antonia avec nous, qui est très chic sur sa tenue. Là. Est-ce que tu veux prendre ma place là? Ouais. C'est bon, c'est bon. Merci. La régie, s'il vous plaît. Oui? Moi, je vais me rejoindre là. À toi. Oups. Non, non, vous restez, vous allez écouter. Non, non. Parce qu'après, on a Tammy, voilà, qui conclura. La régie, s'il vous plaît, vous lancez. Tu as les petits trucs? Ouais. OK. Il lance? Oui, oui. Ça, c'est les aléas du direct. En tout cas, vous avez été de très bons élèves. On a tenu le timing. Bravo. Vraiment... Ouais. Vas-y, c'est bon là? Wissal? Ok. Non, en tout cas, Antonia, je voulais dire justement sur son profil, qui est architecte d'écosystème Afrique-Europe, c'est vraiment des partenariats justement public-privé. Oui. Ouais, voilà. Et je vois beaucoup des liens de... You speak in English if you need. Non, des liens de... Je dois réfléchir en français plus pour pouvoir parler. Je vois beaucoup des liens de renforcement ou collaboration. Comme vous avez dit, c'est assez fragmenté. Donc, comment on peut vraiment construire ce corridor de compétences et de ne pas parler de transfert de compétences. On ne transfère pas. Non, c'est de mobilité de compétences. Et vous avez plus que 85% natifs africains. Tu le diras, ça y est, ça a commencé. Merci. Voilà. It's okay. Alors, je veux rappeler aussi qui est avec nous aujourd'hui, puisque nous avons Fatima Boussala Idrissi, donc, qui est VP, le temps que ça démarre. Voilà, VP EM. C'est bon là? Non? Voilà, c'est parti. Et je reviendrai sur vous. Assez court pour confirmer ce que notre parfait collaboratrice avait parlé. So thank you so much. And really, after listening to this discussion, you know, one thing becomes really clear. We really need to stop seeing diasporas as people who left. We were talking about transfer. It shouldn't be transfer. They are not leaving. Diasporas are becoming this infrastructure of innovation, infrastructure made of skills, of networks, of connected ecosystems across continents. And what we are seeing today is perhaps one of the biggest mistakes people still make, and you mentioned that, Aisha, is that globally, we're still reducing people to their passports rather than their competences. We're limiting people based on their passports.
which reduces the evidence and the level of which we can lift the competencies across nations. And because the future economy will not be built by countries or nations, no. It will be built by connected talent across ecosystems, across continents. And what we are witnessing today, it's really not brain drain. No. It is what everyone has been discussing here. It is corridors of competence. And for that, we're talking about flows of talent, flows of ideas, innovation, flows of relationships that starts in different platforms that we're meeting like today. And honestly, today in Africa, we are experiencing this daily. This is our daily reality, every single day. Because at Business Sweden, for instance, as Wasila mentioned, it's a governmental organization owned by Sweden and all companies in Sweden. And we're working across trade, investment, and strategic partnerships. Over 85% of our workforce in Africa are Africans or of African origins. That is not unusual. It is just knowing the value of what we have in Africa in terms of our human capital. And in the larger Middle East and Africa, we actually also have almost 70% of our workforce in total being Africans or of African origins. A Zambian working in South Africa, a Nigerian based in Morocco working for development in Cote d'Ivoire, a Moroccan based in Dubai working for development in Middle East, you name it. We are everywhere. And because we have different passports, but a shared purpose, and because impact for us, it's not created by our nationalities or our passports, no. It is created by competence, first, adaptability, ecosystem understanding, and the ability and desire to make a difference, to build a win-win partnership. Just last week, I met 2 Moroccans just in Rabat. They are partners trained, educated in Morocco, short exchanges in Sweden, now living in the US, created a company that is helping US companies invest and scale in Europe. Beautiful. They are Africans, African homegrown, and they are doing that. So it's really not about transfer of competence, it's about how do we leverage this diaspora that we have. And today, as our great colleagues mentioned as well, can we go back, please? Yes. As many of them also mentioned, today talent no longer need to migrate permanently to actually contribute as well. An entrepreneur in Casablanca can build in Stockholm. A founder in Lagos can contribute daily with Paris and Dubai. An African professional can contribute in 5 countries sitting at their laptop. Digitalization is actually exponentially changing this trend. Many of us are working, for instance, every time mobile, airports, lobbies, cars, between flights, and yet the work continues. Partnership move, project advances, investment happens. Because the future of work is no longer about where you sit or what passport you carry or who you are. It's really what you build, what you solve, what you deliver. And this matters enormously for us in Africa because our greatest potential and asset is not lithium, it's not gold, it's not cobalt, it's us all, human capital, and what we can do with that. Because our greatest, and we have this young, creative, resilient, globally connected people capable of defining the future of work. So perhaps the real question is not about how do we stop people from leaving? No, it's how do we leverage, how do we connect these competencies that are everywhere, these ecosystems that we're sitting here all, how do we connect to make it better? So, because if we connect and intentionally build these corridors of competence, we will not only be part of the future of work,
we can and will help define it. Thank you. Thank you so much, Antonia. Assieds-toi. Alors, le mot de la fin pour conclure, thank you very much. C'est une vraie passerelle, justement, sur ces corridors de compétences. Est-ce que Tammy Rolfe est là? Mais je crois que je ne le vois pas. Si, il est là. Alors, un dernier mot, c'est cette deuxième session, c'est notre grand témoin. Est-ce que tu viens nous rejoindre? Oui. Et j'ai tenu le timing. On a 3 minutes, Tammy. Je lui donne un micro. Yes. Et après la photo de la fin, bien sûr. Weskele, thank you very much for this insightful presentation and sharing your thoughts. I just want to say that maybe we should start by seeing as Africans the huge potential we have at the continental level and just go beyond the frontiers and change our mindset Totally. and see what we can get from each other, and maybe we can build something innovative and maybe something from scratch, and maybe something that can help societies in Africa. D'abord, je voudrais vous dire que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir ce panel et vraiment d'une richesse extraordinaire. J'ai retenu quelques idées, je vais rester dans les 2 minutes 30 qui me restent. D'abord, le premier sujet qui pour moi est essentiel, c'est qu'il faut qu'on imagine une vraie coopération sud-sud. Et sur le plan opérationnel, très concrète sur le terrain. Et cette coopération sud-sud, ça commence par accepter qu'on se donne la main, accepter de faire des deals, accepter que je vais apprendre de l'autre. Et le chiffre a été donné, le travail de la SLECAF, on peut écouter autant ce qu'on veut, ce que les institutionnels de la SLECAF et son dirigeant prêchent à l'échelle du continent. Ben, il faut qu'on crée des espaces, des corridors logistiques, des capacités d'entrepreneuriat au-delà des frontières. L'Afrique, pour avoir une idée, commerce intra-africain, on est à moins 20%, on est à 18% de commerce intra-africain. Et comparé à l'ALENA pour l'Amérique du Nord, le Mexique dans la géographie faisant partie de l'Amérique du Nord, ils sont à 51%. Comparé à l'ASEAN, ils sont à 62%. Comparé à l'espace où les humains qui sont considérés comme des bipèdes normaux, ça veut dire qu'ils ont 2 jambes, ils peuvent traverser les frontières, aller se rendre visite les uns les autres, c'est que l'Union européenne, ils sont à 67% de commerce intra-européen. Et donc nous sommes très en retard. Alors on peut pleurer ou on peut imaginer le potentiel que ça représente. Mais simplement, si on veut regarder le potentiel, il faut se mettre au boulot. Et ce ne sont pas les États, les institutionnels qui vont le faire. Et j'ai beaucoup apprécié la dynamique qui a été présentée dans la discussion. C'est Hatim qui disait il y a une notion de fenêtre de tir. Et en réalité, c'est quoi? Il nous invite à dire ailleurs, ça va très très vite, les gars. On n'a pas le temps de continuer à... Je vais utiliser le verbe que nous avons dans notre continent. On ne peut pas continuer à palabrer pendant que les autres font. Il faut arrêter de palabrer et agir. Et je crois que c'est ça le vrai sujet qui me semble le plus important. Et merci. Ce n'est pas le transfert qui est important. It's not much of transfer, frankly. Mobility is a real topic. It's a real issue. But I think it's how we can co-build wealth together. If we can co-build wealth together, we can bring something innovative and impact societies and embark a lot of people from the society, and particularly youth. Parce que c'est... Et la vraie question, c'est est-ce qu'on veut avoir un dividende démographique ou on va avoir une catastrophe démographique? Bien sûr, parce que là, il faut qu'on choisisse. Alors, les dirigeants politiques doivent choisir, mais les sociétés civiles doivent choisir. Je voudrais finir sur 2 sujets que j'ai entendus. Le premier sujet, c'est la fuite des cerveaux. Je disais tout à l'heure, l'humain est créé en bipède. Et on ne peut pas arrêter un individu. Donc, la fuite des cerveaux, il faut se poser la question, qu'est-ce que font nos pays pour ne pas garder les gens?
Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, je voudrais nous inviter, nous, parce que nous avons une responsabilité d'élite, nous sommes capables de réfléchir. Arrêtons de penser qu'on doit demander aux ressortissants de nos pays respectifs de revenir. Moi, je n'ai pas envie que les Marocains reviennent, j'ai envie qu'ils soient heureux. Peu importe où ils sont. C'est juste qu'ils soient heureux. Et s'ils sont heureux là où ils sont, ben, ils vont contribuer au pays. Si les Zambiens sont heureux en Afrique du Sud, ils vont contribuer à leur pays. Si les Gambiens sont heureux au Sénégal, ils vont contribuer à leur pays et ainsi de suite. Donc soyons juste heureux dans ce qu'on fait. Arrêtons de penser que les gens doivent revenir. Parce que si on arrête de penser qu'ils doivent revenir, eh ben, ils vont commencer à regarder la relation différemment. Et je vais conclure en disant, ce n'est pas le transfert d'argent qui est important. C'est vraiment la notion de mobilité et elle a beaucoup de sens. Parce que quand je transfère de l'argent, j'envoie de l'argent qui est souvent utilisé dans la consommation. Ou souvent, là, c'est la veille de l'Eid Kibir. Tous les transferts d'argent vont aller dans les cadeaux pendant l'Eid Kibir. Désolé d'être très terre à terre, mais c'est la réalité. Mais je crois que les vraies attentes que nous avons, c'est des business, des idées de collaboration, des business à monter ensemble. Et vous avez parlé des réseaux. Alors autant j'entends, madame, et vous avez raison, de dire les réseaux peuvent se débrouiller, je demande à 7h du matin, à 8h j'ai une lettre, à 9h j'ai une solution. Mais évidemment que les réseaux peuvent aider, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les institutions changent. Il est anormal que nous puissions ramer pour avoir des visas. Il est anormal que nous puissions utiliser nos autres passeports pour voyager sur notre continent. Et je vais conclure. Les compagnies aériennes vont nous dire « Je viendrai investir sur une nouvelle ligne quand il y aura le marché. » La poule ou l'œuf. Vous connaissez la chanson. Alors je crois qu'il nous appartient à nous de commencer à créer des flux entre nos pays pour créer du business. Si nous créons les flux et qu'ils se font, les compagnies aériennes vont venir. N'attendons pas d'elles qu'elles fassent de l'humanitaire. Elles doivent faire du business, elles sont attentives à leurs résultats. Mais faisons déjà, nous, les choses entre nous. Merci. Ah, merci. Reste avec nous pour la photo. Reste avec nous. Alors, Yannick, tu vois, qui est donc le fondateur des bâtisseurs, du club des bâtisseurs, avec moi la photo. Hatim Shraibi, qui est entre la Californie et le Maroc et qui est Spy Advisory, le groupe. Mohamedou Diallo, qu'on ne présente plus, qui est le CEO de CIO Mag et d'un grand nombre d'événements de la tech, dont les ATDA et les CIO Awards. Fatima Boussala Idrassi, qui est consultante, qui a un super cabinet en neurosciences marketing, mais qui est surtout la VP MEM by CGM. Aïcha Diabagate, qui est heureuse d'être au Maroc et qui collabore aussi avec son pays. Et Antonia Adenaya Huar, je sais que j'ai une autre présentation plus longue, je n'ai pas eu le temps, qui est vraiment l'architecte, en tout cas, entre Europe et Afrique. Merci pour ce que vous faites. La photo, tout le monde. On a tenu un petit peu le pari du timing. Est-ce qu'on a le photographe? Oui, Tammy. Merci, vraiment, belle équipe. Ah, vous êtes grands, là, et les petits, oh là. Non, alors on va un peu